Voilà, on va pas tarder, je vous vois arriver. Alors, bonjour à tous. Ceci est la première conférence d'une série de 3 sur le thème des ruines du mondialisme et quelques axes de reconquête identitaire. Puisque si on fait le procès, ou plutôt l'autopsie, mais c'est un cadavre qui bouge encore et c'est tout le problème, du mondialisme, la seule et unique réponse est identitaire. Et d'une manière ou d'une autre, je crois que tout est identitaire, comme tout est politique, puisqu'il n'y a pas de politique, donc il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas d'action possible sur une nation à l'échelle collective s'il n'y a plus de nation, s'il n'y a plus d'identité, s'il n'y a plus de peuple. Donc d'une certaine manière, l'identité précède toutes nos réflexions. Et de là découle énormément de choses. Alors, donc, première conférence sur le constat. On fera une deuxième conférence sur la situation particulière de ce constat à l'heure du Covid et en quoi nous pouvons être crédibles, nous, identitaires, nationalistes, nationalistes révolutionnaires, que sais-je encore, euh, à ce moment troublé de notre histoire. Et enfin, troisième conférence samedi à 18 h, quelques axes de reconquête. Voilà. À quoi ressemblera le jour d'après, à quoi ressemblera notre jour d'après. Alors, d'abord, merci à Octorum, merci à ces jeunes qui, je suis un peu jeune encore quand même, qui ont allié solidarité et identité. Je crois que c'est le duo gagnant et qu'on ne peut rien faire aujourd'hui en France quand on est jeune et qu'on a soif d'absolu si on n'allie pas cette soif de justice sociale et de valorisation, de respect de notre identité. C'est absolument fondamental. Donc merci à eux, encouragez-les, soutenez-les, car ils font partie de ceux qui éveillent leur peuple en temps de confinement, qui ne laissent pas leur peuple s'abrutir devant Netflix. Et pour ça, merci et bravo. Alors, le constat. Vous me direz, oui, mais le constat, on le sait tous, on vit dans une époque absolument dégueulasse. Le mondialisme règne sur tout, dans les rues, dans les campagnes, un peu partout. Finalement, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Passons à la partie positive. Ben non, il faut d'abord passer par ce constat parce que c'est fondamental de s'entendre sur les mots MOTS sur nos mots, MAUX, afin de dégager une voie qui nous paraît crédible pour notre peuple. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour se faire plaisir, surtout quand on est un mouvement de jeunesse et qu'on ne se présente pas à une élection. On fait d'abord de la politique pour éveiller notre peuple. Et donc, il y a une dimension sacrificielle, sacerdotale qui est totale. Et il faut être dans la vérité. Dans la vérité sur le constat et dans la vérité sur les mots aussi. Je crois que c'est important aussi d'utiliser le plus possible les mêmes mots. Voilà. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? Moi, j'aimerais faire, vous lire une citation. C'est une citation d'un moine bourguignon du XIIIe siècle. Vous me direz qu'est-ce que ça, enfin, du XIe siècle. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est intéressant. C'est Raoul Glaber qui disait: chaque communauté chrétienne cherchait à surpasser les autres par la splendeur de ses églises, comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé et se revêtait d'un blanc manteau d'église. Eh ben, au XIXe siècle, on est passé à un noir manteau de fumée d'usine, et aujourd'hui, on est passé à un nouveau blanc manteau, mais à un manteau de lumière publicitaire toxique pour nos esprits, pour nos cœurs, pour nos âmes. Et finalement, le signe extérieur le plus visible de nos problèmes, je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'amour de l'argent, l'abêtissement, l'abrutissement collectif généré par la consommation de masse. C'est, en un seul mot, la médiocrité mondialisée. Et l'immigration que nous subissons, l'immigration invasion, est la conséquence de cette médiocrité. Et c'est aussi une forme de cette médiocrité. Nous vivons dans un monde où toutes les races de l'univers reçoivent la même camelote standardisée, et aujourd'hui, plus personne ne peut échapper à la publicité, plus personne ne peut échapper au mondialisme, à la société de consommation universelle, parce qu'on prévoit d'envoyer de la pub euh, dans l'espace. C'est la start-up Start Rocket, start-up russe, qui prévoit de rendre visible le logo Coca-Cola sur toute la surface de la Terre. Ça veut dire que les derniers Indiens d'Amazonie, ou d'ailleurs qui ne connaissaient pas l'américanisation, vont y goûter nécessairement. Vous imaginez ce que ça représente pour des peuples qui vivent en observant les étoiles depuis toujours, que ce soit pour décider quand il faut cultiver les champs, quand il faut semer, quelle direction prendre quand on est perdu, etc. Vous imaginez la charge quand même, c'est énorme. Donc, nous allons commencer par dénoncer cette anomalie historique. Parce qu'en fait, l'un des arguments, à mon avis, les plus importants, c'est d'arriver à démontrer
que notre époque est unique, que nos maux, nos problèmes, nos tares sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Ça n'est absolument jamais arrivé, c'est exceptionnel. Donc on va faire ce constat sur notre époque à la lumière de notre histoire. Ça ne va pas être une leçon d'histoire rébarbative, j'essaierai d'être aussi pédagogique que possible. Il faut quand même donner quelques éléments de base. Donc aujourd'hui, on peut dire que le monde est aplati, il est transformé en gigantesque autoroute bordée de temples à la gloire du dieu consommation. Nos goûts sont stockés dans des bases de données. Google vous connaît mieux que votre propre mère, malheureusement. Et jamais les flux d'argent, de marchandises, de personnes n'ont été aussi importants. Absolument jamais. Et en même temps, alors qu'on prône l'ouverture à l'autre, on est dans l'anonymat social le plus total. La preuve, c'est que certains réseaux doivent être appelés sociaux pour justifier leur existence. C'est un petit peu comme quand on se pose la question de faire un débat sur l'identité nationale. C'est déjà que c'était sur Sarkozy, c'est déjà que notre identité nationale est bien amoindrie. Alors, le mondialisme est une anomalie historique. C'est pas un phénomène, contrairement à ce que dit Jacques Attali, clown, mime du 21e siècle, enfin du 20e, parce que bon, ce n'est pas un système inarrêtable et nécessaire depuis 3000 ans. Je reprends ces termes. C'est quelque chose d'absolument nouveau. Vos grands-parents, ou plutôt vos arrière-grands-parents, et peut-être même vos arrière-arrière-grands-parents, et toute l'humanité, durant 99% de l'histoire de cette terre, a reçu tout ce dont elle avait besoin, les tuiles ou l'ardoise ou la pierre, la brique pour construire sa maison, de la roche de la montagne d'à côté, le bois de la forêt d'à côté, la nourriture du paysan d'à côté, et ainsi de suite. Tout venait d'un rayon de 50 kilomètres carrés autour de chez soi. Ça, c'est absolument nouveau dans notre histoire. Et cette interconnexion universelle, le fait qu'on ait besoin de recevoir pour notre propre survie des biens qui viennent du monde entier. Donc la première chose moi, qui me révulse dans ce monde et qui fait que ce monde me déplaît, c'est bien cette dépendance. Il n'y a plus d'autonomie et donc même le principe de liberté est remis en cause. Et s'il n'y a plus d'autonomie, c'est parce qu'il n'y a plus de racines, c'est parce qu'on est déraciné, on n'a même plus l'honneur. Quelques-uns, oui, et c'est bien pour ça que je vous parle aujourd'hui. En tout cas, au niveau collectif, on a de moins en moins la volonté de défendre cet honneur de vivre de soi-même et pas de tout attendre des autres. Et une nation véritablement libre ne l'est que si elle se nourrit elle-même. Donc, ce monde nous déplaît déjà parce que nous ne pouvons pas y échapper. Finalement, nos terroirs sont comme emprisonnés, nous n'y avons plus accès. Alors, manger local, vous le voyez, c'est devenu une niche commerciale pour Bobo, alors que c'était la règle pour toute l'humanité. Et nous sommes déracinés sur le plan culturel aujourd'hui aussi. C'est plus Achille l'Achéen, Hector le Troyen, Perceval le Gallois qui qui nourrissent les imaginaires de nos enfants. C'est un milliardaire transhumain comme Iron Man. C'est un immigré clandestin donneur de leçons comme Superman. Et Homère, créateur de l'Odyssée et bien sûr de l'Iliade, ce qu'on retient surtout de lui aujourd'hui, c'est Homer Simpson. Donc vous voyez que le déracinement est total et c'est beaucoup plus grave que vous ne le pensez, dans la mesure où, si on regarde notre passé, on voit que la culture était transmise oralement à l'intérieur des familles, de manière autonome, de manière autogérée, diraient les anarchistes. Et les contes, les danses, les spectacles, les recettes de cuisine, les pièces de théâtre entre membres d'une même famille jouées autour de la veillée de Noël, par exemple. Tout cela est en train de disparaître et tout cela est un héritage populaire. La culture des nations est une culture populaire avant d'être une culture académique ou littéraire. C'est pour ça que quand on me dit j'aime la France parce que j'aime la littérature, j'aime Balzac et en fait j'aime le 19e siècle, non, il y a un problème. La France, c'est pas que un certain nombre d'auteurs que l'on peut compter sur les doigts de la main. C'est une culture enracinée qui se transmet dans des foyers. C'est quelque chose qui touche à la terre. Et ça, c'est fondamental. Donc nous sommes déracinés, au plan alimentaire, on l'a vu, mais aussi au plan de la culture. Et ce déracinement, il est très grave parce que c'est un effacement, c'est un grand effacement culturel. Vous savez que Renaud Camus parle de grand remplacement à propos de l'immigration. Il y a un grand effacement culturel parce qu'il y a aussi une grande dépendance à l'autre. Et ce n'est pas qu'une question de choix personnel. Quand vous résistez à la mondialisation, quand vous résistez à l'américanisation et vous faites d'autres choix pour votre nation, c'est arrivé à plusieurs reprises au XXe siècle, et ça arrive en ce moment à la Syrie, mais c'est arrivé à l'Irak, à la Serbie, etc. Eh bien, le gendarme du monde, les États-Unis, vous rappelle à l'ordre. Je vous cite Thomas Friedman du New York Times. La main invisible du marché ne fonctionne jamais sans un point invisible. McDonald's ne peut pas s'étendre s'il n'y a pas
McDonnell Douglas, le concepteur du F-15 de l'US Air Force. Bon, c'est un missile quelconque, j'en sais rien. Vous voyez bien quel est le problème, c'est qu'il y a une invasion culturelle, mais il y a aussi sur les peuples réfractaires des invasions physiques concrètes. Cela n'a pas cessé d'être. L'amour de l'argent est véritablement la racine de tous les maux, disait saint Paul déjà il y a 2000 ans, c'est une vieille histoire. Et j'aimerais vous citer un prêtre de Varsovie qui disait: au temps des communistes, on n'avait pas le droit d'aller à la messe, alors on y allait clandestinement dans les caves et on recevait Jésus voilà, tous les jours, enfin aussi souvent que possible. Du temps des Allemands, c'était peu ou prou la même chose. Mais là, depuis que le mur est tombé, depuis que le communisme est mort en Europe, on peut aller à l'église librement. Seulement, à côté de mon église, c'est un prêtre qui témoigne, hein, ils ont construit un centre commercial qui est ouvert le dimanche et dedans, ils ont mis une piscine. Ah ben, mon église est vide. Enfin, la piscine du prêtre, je ne sais pas s'il y a une piscine, mais mon église est vide. Le diable agit par la séduction, le mondialisme agit par la séduction, c'est son arme la plus forte. Le déracinement est, à mon avis, la notion de base qui permet de comprendre notre époque. C'est à partir du déracinement qu'on comprend tout le reste. Parce que le déracinement, c'est quoi? C'est un vol de nos libertés. Ce mot de liberté, il ne faut pas l'abandonner sous prétexte qu'il a été usurpé par les libéraux qui défendent la liberté de se droguer, la liberté de se mettre une pub dans les fesses ou de dire qu'on est une chèvre quand on est un homme, bien que très médiocre. Non, la liberté, c'est quelque chose de noble, mais à condition de bien le comprendre. La liberté, c'est un pouvoir. C'est une puissance de faire le bien. Et aucun pouvoir n'est illimité. Et justement, pour empêcher le plus possible de faire le mal, d'arriver librement au bien, parce que l'homme a besoin de choisir aussi le bien librement. C'est pour ça que le totalitarisme, même selon nos désirs et nos idées, notre vision du monde, ne peut pas réussir à refaire un peuple. Parce que c'est ça notre objectif. Frédéric Mistral, le poète provençal, écrivait au XIXe siècle parce qu'on lui demandait de se présenter aux élections et il était très populaire et certainement aurait reçu le suffrage de plein de personnes. Il ne s'agit pas seulement de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Ça, c'est le credo que nous devons suivre à militants identitaires. Identitaire, je l'entends évidemment au sens très large, se reconnaîtront derrière le mot identité, derrière le mot identitaire, tous ceux qui défendent notre identité et qui sont prêts à tous les sacrifices pour celle-ci. Donc le déracinement est un vol de nos libertés, mais c'est pas un vol à l'arraché, hein, c'est un vol à la chinoise, quoi. Le lundi, on vous vole un bol, le mardi, on vous vole une fenêtre, le mercredi, un enfant, et jeudi, on vous vole votre femme, et vendredi, vous avez plus de maison, vous avez plus de famille, vous êtes tout seul. C'est ça l'histoire du déracinement. Ça s'étale sur des siècles, donc on va passer ce cours d'histoire un petit peu fastidieux, mais j'aimerais quand même donner au moins quelques repères de base. Et pour moi, l'un des repères les plus importants, c'est évidemment la Révolution française, non pas tant parce que la monarchie va s'interrompre, va disparaître, mais parce qu'on fait passer des lois qui font disparaître tout ce qui faisait l'âme de la France. C'est cet aspect-là aussi qui est dramatique. Par exemple, sous l'Ancien Régime, vous savez que les provinces se gouvernaient de manière assez différente les unes des autres, et on pouvait choisir de payer, alors selon qu'on était provençal ou breton ou je ne sais quoi, ça variait évidemment, mais chez moi en Provence, mais aussi en Bretagne justement et ailleurs, on pouvait différer le paiement de l'impôt, on pouvait payer un tiers en patates, le reste en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, il fallait passer par les États, l'Assemblée nationale locale, régionalisée, qui réunissait les nobles de la région et quelques corps intermédiaires pour décider. Essayez maintenant de négocier le montant de l'impôt avec le fisc. Je pense que ça ne va pas être la même, d'accord? Donc on voit bien que déjà, de ce point de vue-là, notre peuple était mieux entendu du temps de l'Ancien Régime, où le taux de prélèvement, donc le montant des impôts était plus faible, et à la fin, beaucoup de révoltes fiscales dans notre histoire ont eu raison des décisions de certains de nos rois et on punissait les rebelles, mais on les écoutait en même temps et on décidait de leur donner raison. C'était la sagesse de nos rois. On punissait les rebelles, mais on les satisfaisait en allégeant le poids de l'impôt sur le dos du peuple. Ça, c'est, je crois, une politique très sage. Le roi doit se faire respecter. Il ne va pas laisser le château du gouverneur local se faire brûler, c'est pas possible. Donc il va mettre deux, trois roustes, mais il va écouter, un petit peu comme un père abbé dans un monastère, il écoute tout le monde, mais il n'est pas démocrate. Il prend son avis ensuite souverainement. Bon, c'est comme ça que la France a été gouvernée pendant longtemps. Ça va changer progressivement, ça va se durcir, et notamment par deux lois, les lois du 4 août 1789 et du 14 juin 1791. La première, elle abolit ce qu'on appelle les privilèges. Privilège, c'est pas une injustice, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, c'est
un droit particulier. Par exemple, vous êtes commerçant, vous devez prendre cette route tous les jours, ben, on ne va pas vous faire payer l'impôt parce que votre métier, votre statut, votre état de vie vous oblige à passer par là. Donc vous avez le privilège de ne pas payer d'impôt. Et il y avait des millions de privilèges comme ça. Par exemple, la Provence, en 1487, quand elle est devenue française, elle a eu le droit de se faire gouverner que par des provençaux au niveau l'administration intérieure. Il y a des privilèges multiples. La France était hérissée de liberté, nous dit Jacques Bainville à propos de notre pays. Et puis en 1791, on va interdire les corporations. Vous savez, c'est les confréries de métiers, les bouchers, les boulangers, les ébénistes, etc., les armuriers, les orfèvres, qui appliquaient à l'économie le principe de la famille. À l'intérieur d'une profession, c'est-à-dire à l'intérieur d'une corporation, on s'entraidait. C'était la sécurité sociale. C'était des communautés qui vivaient sans l'État et qui s'entraidaient de cette manière-là. De la même manière que l'Église, par un réseau de, de, de monastères qui entretenaient des écoles, assurait l'éducation. On assurait les soins aussi et l'enterrement des morts, par exemple, par le biais des confréries de pénitents. Capuche pointue, trop au niveau des yeux, et on voit ça en Corse, à Perpignan, et dans quelques endroits de Provence, c'est préservé. Donc en fait, il y a plein de communautés en France qui jouaient le rôle que joue l'État aujourd'hui. L'État les a remplacés progressivement à partir de la Révolution française. Donc ce déracinement, il est d'abord social, et puis, vous allez voir qu'il va beaucoup plus loin. Donc, il y a un déracinement social parce qu'on nous vole nos libertés collectives, on nous vole nos privilèges, et donc on nous vole notre existence à l'intérieur de la société. Pourquoi l'État veut ça? Ben, l'État a tout intérêt à ce qu'il y ait une société individualiste. Parce que il règne seul, après, il n'y a plus de communauté entre lui et l'État, entre lui et les personnes. C'est Isaac Le Chapelier, l'inspirateur de cette loi en 91, qui dit il n'y a plus de corporation dans l'État, les Français ne peuvent pas s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs, on sent le mépris, il n'y a que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général, c'est-à-dire celui de l'État. Et donc l'individualisme et l'étatisme, ça va ensemble. L'État, pour être fort, pour nous opprimer, a besoin qu'on soit des individus sans famille, déracinés, sans communauté, absolument incapables de se défendre par nos moyens historiques, ancestraux, par les solidarités de voisinage, etc. C'est pour ça que les Gilets jaunes ont tant fait peur à l'État. J'espère qu'ils feront peur à nouveau, qu'ils nous feront peur à nouveau à l'État. Donc ça, c'est fondamental. Il va y avoir plein d'autres lois qui vont passer comme ça. Par exemple, la privatisation des biens communaux. Un bien communal, c'est un espace de terre. On peut aller prendre du bois, on peut aller faire paître des bêtes, en plus de son terrain privé. Et c'était géré collectivement par les gens, localement. À la Révolution française, on va privatiser ces biens communaux pour développer la culture du blé, pour faire du profit. Hein. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et on va ainsi être déraciné parce qu'on ne trouvera plus localement les moyens de se nourrir. Et ça va continuer les moyens de vivre, même quand on est artisan. Ça va continuer au long du 19e siècle avec la révolution industrielle, quand tous nos ancêtres paysans et artisans, héritiers d'un savoir-faire, indépendants, autonomes, vont petit à petit devenir des salariés, des contribuables moutons, des citoyens dociles et obéissants. Donc vous voyez que le déracinement, c'est d'abord un déracinement social et un déracinement donc économique. Et comme le disait Simone Veil, la philosophe palavorteuse au XXe siècle, un autre déracinement, c'est pour l'ouvrier de vivre dans une usine entourée d'objets qu'il ne connaît pas, qu'il découvre à peine, contrairement au fils d'un charpentier il y a 2000 ans qui a vécu dans un univers de tradition qu'il maîtrise, qu'il connaît, qu'il a appris à aimer et qui ainsi a donné aussi le modèle à tous les artisans du monde depuis que le monde est monde. Donc ce déracinement est social, il est économique, il est matériel. C'est un phénomène absolument nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est dramatique, ce que disait un auteur dont j'ai totalement oublié le nom, mais peu importe, je le retrouverai. Ah voilà, c'est Nicolas Gomez Davila, un auteur colombien. La plus grande faute du monde moderne n'est pas d'avoir incendié des châteaux, mais d'avoir rasé des chaumières. Ce qu'on voit s'effacer au fil du 19e siècle, c'est la dignité des humbles. Voilà, c'est ça qui est fondamental. C'est la culture enracinée qui se perd et qui est réservée éventuellement à une élite, type l'Académie française. C'est fabuleux, mais à côté de ça, on a un peuple de larves médiocres, de zombies métis transgenres qui surnagent dans le cloaque qu'on appelle aujourd'hui la France. Et ça, nous, on n'en veut pas. On veut une culture qui vit dans les familles et qui se transmet de famille en famille. C'est ça une chrétienté. Et si vous n'êtes pas chrétien, c'est ça la vraie France. Alors, c'est allé évidemment de plus en plus loin et on peut dire que ce déracinement, il a continué, social, économique, et puis par l'école. Par l'école, évidemment, l'école publique au 19e siècle, enfin, gratuite et laïque et obligatoire, c'est pas pour apprendre aux enfants à compter, parce que ça, les moines le faisaient depuis 11 siècles. Donc non, l'objectif, c'était de faire des petits citoyens éclairés. C'est Jules Ferry qui disait, si
Un enfant sort, adolescent, de l'école, encore imbibé de religion, c'est qu'on a tout raté. Ben oui. Oui, parce qu'il est encore ignorant aux yeux des apprentis sorciers de cette époque. Donc déracinement aussi de la famille par l'école, c'est fondamental. On faisait porter une cloche, par exemple, autour du cou des enfants qui parlaient leur langue maternelle. Et aujourd'hui, le grand déracinement, il continue parce que c'est un déracinement qui est familial, donc déracinement de la solidarité par le marché. Les EHPAD, les maisons de retraite, les assistantes maternelles, les nounous. Mais c'était la famille avant qui s'occupait de nos enfants et de nos vieux. C'était pas des entreprises. Le secteur de l'aide à domicile, le secteur associatif, est en train de péricliter parce qu'il est petit à petit supplanté par les entreprises privées auxquelles on a offert toutes sortes de crédits d'impôt et de facilités depuis les années 90 pour remplacer le secteur associatif. Les associations avaient pris le relais des familles parce que la vie moderne a fait que c'est difficile de s'occuper de nos vieux ou de nos enfants parfois. Et maintenant, elles-mêmes sont en train de dépérir. Donc le déracinement, il est total. Le marché, le PIB, la croissance est en train de remplacer nos familles. Donc c'est très grave. Regardez même une femme de ménage, je prends un exemple, parce que on estime que la santé d'un pays, c'est la santé économique. Et donc c'est le taux de croissance, la quantité de biens et de services qui sont produits en une année. Bon, c'est parfaitement quantitatif, c'est pas qualitatif hein, comme façon de mesurer le bonheur, évidemment, parce qu'on a plus besoin, par exemple, de forêts bien entretenues et d'artisans qui aiment faire leur métier que de Starbucks. Mais Starbucks ou McDo, ça rapporte plus dans le PIB. Vous embauchez une femme de ménage, vous l'épousez, vous avez un salaire ou des revenus qui permettent à votre femme de ne pas travailler. Bon, ben, ça fait une femme de ménage en moins dans le calcul du PIB, la croissance baisse. Voilà pourquoi notre monde nous déplaît, parce qu'il met l'argent au cœur de tout. Et les racines sont, j'allais dire tout en bas, et non malheureusement même plus, elles sont anéanties. Nous sommes des hommes hors sol qui consommons une nourriture hors sol, dans une culture qui n'est même plus hors sol, mais qui n'existe plus, littéralement. Donc ce monde, c'est le monde d'aujourd'hui, un monde évidemment qui continue de nous déraciner, déracinement donc social, familial, scolaire, donc économique, je l'ai dit, hein, c'est le déracinement social. Il y a un déracinement géographique par l'immigration-invasion qui fait fuir les petits blancs, c'est le white flight, envol des blancs, comme disent les sociologues anglo-saxons. Il y a un déracinement évidemment national, purement national, puisque les nations sont remplacées par des institutions supranationales, OMC, OTAN, Union européenne, Banque centrale, et on a même des multinationales qui ont plus de pouvoir qu'un État dont juste le chiffre d'affaires, pardon, dont juste les bénéfices sont plus importants que les richesses produites en un seul pays, en une année. C'est absolument incroyable. Regardez George Soros, le financier dont on parle beaucoup. En 1992, par une série d'opérations spéculatives agressives, il a obligé l'Angleterre à sortir du SME, le système monétaire européen, l'ancêtre de la monnaie que l'on appelle aujourd'hui l'euro. Un homme surpuissant par sa richesse a dirigé la politique monétaire d'une nation souveraine, juste par des opérations spéculatives à coups d'algorithmes et de pianotage sur son ordinateur. Enfin, je pense que ces traders larbins ont fait le travail à sa place. Et une nation ploie sous le pouvoir de l'argent. Ça, c'est révélateur. On le voit aujourd'hui avec Amazon. Amazon qui continue de vendre des produits alors que ces entrepôts français ont été fermés parce qu'ils n'ont pas respecté certaines lois sur le confinement, certaines règles notamment liées au respect des consommations prioritaires, des masques, etc. Pas de problème. Amazon est tellement importante à l'échelle du monde qu'elle va gaver les Français de merde, de pourriture venue de leurs entrepôts internationaux. Donc on va pouvoir continuer voilà, de se gaver d'objets et de gadgets absolument inutiles parce que quand on est assez gros pour en imposer aux États, il n'y a plus d'autonomie, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus rien. Un peuple ne peut rien contre le pouvoir de l'argent quand il est aussi important. Le déracinement, c'est la victoire totale de l'argent à l'échelle internationale et même les États que l'on critique parce qu'ils nous méprisent ne peuvent rien, ne peuvent absolument plus rien. Et puis, évidemment, il y a le déracinement suprême, le déracinement sexuel, racial, avec la théorie du gender, avec le fait qu'on puisse plus aujourd'hui affirmer l'existence de blancs, de noirs, d'asiatiques. Et donc, le grand déracinement, c'est finalement la théorie du genre appliquée à tout le monde. Chacun pourrait choisir son identité, être chèvre quand on se sent homme ou autre chose, etc. Enfin, quand on est homme ou autre chose, bien sûr. Donc, nous sommes devant un abattoir qui s'appelle le déracinement. Voilà pourquoi ce monde nous déplaît, parce qu'il nous déracine, parce qu'il sait que nous sommes totalement dépendants de lui, à sa merci si nous sommes déracinés. Regardez, je prends un dernier exemple et puis je conclurai parce que je vois qu'on est à 29 minutes. Je vous ai parlé de beaucoup de choses, hein. Je sais que c'est un peu dense, mais on a peu de temps. Peut-être qu'on pourra continuer dans les questions.
Une femme qui est obligée de travailler pour subvenir à ses besoins, parce que c'est quand même dingue que personne ose s'interroger publiquement sur le fait qu'il y a 50 ans, on pouvait nourrir une famille avec un salaire et juste acheter de la nourriture dans une épicerie. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans les supermarchés où la bouffe est dégueulasse, mais certes pas chère, et d'avoir deux salaires. Bon, une femme qui est obligée de travailler et qui n'a pas le temps de s'adonner à certaines astuces de reprisage de vêtements, de cuisine, etc., pour nourrir son foyer, pour l'entretenir, pour le nourrir aussi spirituellement, culturellement, etc., elle remplace toutes ces fonctions naturelles de femme et de mère par le marché qui la remplace. Donc je vous le disais, les nounous, et puis l'école, bien sûr, l'école publique qui a déraciné les familles. C'est l'inventeur des écoles maternelles, dont j'ai oublié le nom, c'était une femme, pardon, qui disait que le projet de l'école maternelle, et ça s'appelle pas maternelle pour rien, c'est d'envahir les familles. Envahir les familles. Donc le capitalisme a réussi ce que le communisme et ce que les révolutionnaires du 19e siècle ont rêvé. Et donc je finirai là-dessus. La seule et unique liberté que le monde moderne nous retire, parce que le monde moderne nous offre les libertés les plus avilissantes possibles, donc fausses libertés par rapport aux vraies libertés d'auparavant, les libertés qui nous confortent dans un statut, dans une réalité sociale. La seule liberté donc individuelle qui n'est pas sacro-sainte aux yeux de notre monde dégénéré, c'est la liberté d'expression. Parce que là, depuis 40 ans, c'est la folie, même dans des pays où elle est proclamée comme sacrée. Je pense aux États-Unis. Le Patriot Act en 2001, la loi de prévention du terrorisme en 2005, la détention de militants identitaires, donc là je passe à l'Europe, hein, autrichiens pacifiques par des douaniers britanniques il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez certainement de cette affaire. En Espagne et en France, les jeunes patriotes qui ont le malheur de se défendre, comme Esteban Morillo, Josué Estebanez, l'affaire du chantier de la mosquée de Poitiers envahie par des militants identitaires en 2011, les différents procès subis par Zemmour, par Soral, par tant d'autres. Puis en plus, la justice sous-traite au secteur privé, puisque Facebook maintenant censure, sous prétexte de lutte contre les fake news, toutes les pages où simplement le mot identité apparaît. Vous voyez, c'est fabuleux, l'intelligence artificielle, les algorithmes, on repère le mot identité et bim, on supprime. Vous voyez l'horreur de ce monde déshumanisé. Et par conséquent, plus que jamais, euh, le combat, c'est la reconquête. C'est la reconquête de nos racines et donc de nos libertés. Parce que quand il n'y a pas de racines, il n'y a pas de peuple. Quand on ne sait pas qui on ne peut pas agir, on n'est pas libre, on n'est pas autonome. La vraie liberté, je le rappelle, c'est un pouvoir, c'est une autonomie. Et aujourd'hui, notre peuple a perdu toute forme d'autonomie culturelle, alimentaire, sociale, économique. On dépend, alors que par exemple en Provence, on pourrait cultiver des oranges, des citrons, d'immigrés clandestins marocains exploités au sud de l'Italie ou en Espagne. On ne peut pas se nourrir nous-mêmes. Où est notre liberté? Où est notre autonomie? Alors, vous comprendrez que la liberté des peuples, l'autre nom, c'est aussi souveraineté. La souveraineté, c'est un bouclier. S'il n'y a plus de peuple derrière pour être défendu par ce bouclier, le bouclier ne sert à rien. Il faut encore un peuple. Nous, on en est là, à refaire un peuple. Donc je finirai sur ces mots de Frédéric Mistral. Je les ai dit en préambule, mais je pense que c'est un credo qu'on peut marteler tous les jours. Il ne s'agit pas de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Et donc, dans ces conditions, il n'y a qu'un seul et unique mot d'ordre que je détaillerai au cours de la deuxième et de la troisième conférence, reconquête. Voilà. Alors, merci. Et maintenant, j'écoute vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Alors, j'ai une question. Penses-tu qu'une politique de décroissance et protectionniste peut être imposée par un État sans qu'on y soit contraint par la situation, effondrement, crise économique, etc. Je crois qu'en effet, la situation actuelle, si elle empire, nous permettra peut-être de passer dans un jour d'après, mais on voit bien avec la crise actuelle que, mais j'en parlerai dans la deuxième conférence, qu'on ne fait pas un jour d'après avec les mecs d'avant. Ça marche pas comme ça. Donc déjà, la question c'est fondamentale, c'est celle du personnel politique et du régime. Alors, je ne dis pas que sortir du régime républicain permettra cette politique de décroissance et protectionniste, mais c'est pas avec un quinquennat et avec des élections tous les ans ou tous les 2 ans, locales, cantonales, municipales, qu'on peut donner la liberté à un pouvoir de faire son travail, c'est-à-dire de protéger son peuple. Donc la question politique, malgré l'importance de l'économique, elle reste centrale. Qui gouverne et comment? Ça reste une question fondamentale. Donc je ne fais pas confiance aux hommes d'aujourd'hui, ni de demain au sein de la droite nationale, à part quelques-uns, mais je doute qu'ils arriveront au pouvoir malgré leur bonne volonté et leur intelligence, pour imposer cette politique. Et le grand dilemme, c'est comment peut-on être puissant et à la fois décroissant? C'est pas possible. Moi, je suis un partisan de la décroissance parce que ça nous permettrait de sauver notre identité. Mais si on vit comme des Indiens dans des réserves, on va se faire atomiser par le premier détenteur de la bombe nucléaire. Et comment il a acquis la bombe nucléaire en étant une puissance économique? Donc ça, c'est un dilemme dont je parlerai en troisième partie, qui est central. Et là, il n'y a pas de réponse politique pour moi. Il faut se préparer à tout. Et
et lutter pour au moins au niveau local, au niveau national, faire advenir des gens qui pourront mettre en place ces mesures. Mais je n'y crois pas à court terme, je n'y crois pas à moyen terme. Je crois que la crise arrivera avant et qu'elle soldera tous les comptes. Et même si elle arrive, c'est pas sûr qu'un personnel politique pourra ensuite prendre la relève. Donc, je peux pas faire de réponse plus précise, c'est impossible. Je ne suis pas demain. Comment je remplace les emplois Amazon et autres? Ben, c'est simple, je les remplace pas. Voilà, les entrepôts Amazon, on les brûle, les Starbucks, on les brûle. Voilà. Autre question, comment combattre le déracinement à l'échelle personnelle? Eh bien, il y a plein de façons. Je pense que déjà, on a tous une vie dans un terroir. Il y a des livres, il y a des associations d'anciens dans toutes les villes, ou enfin dans beaucoup de villes, de villages, qui font vivre la culture locale, les mots du parler local, de la langue locale. Par exemple, avec vos enfants, quand vous en avez, euh, eh ben, prenez la résolution suivante. Certains mots, je les dirai que dans le parler de mes ancêtres. Et ils comprendront uniquement ça. Moi, mes enfants, je prends mon exemple personnel, hein, je fais pas de leçon aux autres. Carotte, moi, je le dis pas carotte, je dis pastenargue. Mes enfants savent ce que ça veut dire une pastenargue. Je leur dis venaki plutôt que viens ici. C'est pas de l'espagnol, hein, c'est du provençal. Et ça, c'est le drapeau de la Provence, c'est pas le drapeau de la Catalogne, hein. Je rappelle que les Catalans nous ont volé notre drapeau. Bon. Ils comprennent, viennent ici. Voilà. Et puis au niveau alimentaire, ben, prenez des résolutions petites mais réalistes. Un jus de fruits bio acheté tous les jeudis sur le marché chaque semaine, même si vous mangez des pesticides le reste de l'année, mais si au moins vous êtes constant dans vos bonnes résolutions, c'est vachement important. Et comme ça, c'est pas tout ou rien, on va petit à petit progresser. Euh, voilà. Sur le plan historique, connaissez votre histoire, arpentez vos pays, refusez les centres commerciaux et toute forme de commerce le plus possible. Je sais que chacun, voilà, on n'a pas tous la même vie. Le dimanche, bref, soyez des mauvais citoyens, ne vous retroussez pas les manches pour sauver la croissance, enracinez-vous par tous les moyens possibles et contaminez, entre guillemets, rayonnez de famille en famille, d'amis en amis, en développant votre culture comme ça autour de vous, par l'exemple. Sur quel réseau social faut-il aller pour rester en contact malgré la distance? Je crois qu'il n'y a aucun réseau social qui nous permet de rester en contact et de dire tout ce que l'on veut à l'abri des yeux des renseignements généraux ou de la police, hein, si c'est ça la question. Je pense que le meilleur réseau social, c'est le voisinage. J'ai pas de meilleure réponse, je suis désolé. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est choisissez votre métier ou votre conversion professionnelle, choisissez votre épouse, choisissez voilà, votre conjoint, votre état de vie en fonction de l'enracinement, en fonction voilà, de vos idées, et puis en fonction de votre famille aussi, pour que vos parents ne finissent pas dans un mouroir. Je ne peux pas donner de meilleurs conseils. Dans un scénario où la France retrouve ses racines, comment fait-elle pour survivre dans un monde où le capitalisme et le pouvoir de l'argent est maître? Mais c'est ce que j'ai dit en début. Ça, c'est un dilemme absolu. Il n'y a pas de réponse en fait, en réalité. Je veux dire, on combat pas tant pour un objectif, on combat aussi par devoir. Et aujourd'hui, rester puissant, c'est jouer le jeu du capitalisme, c'est sûr. Vouloir être différent, c'est jouer le jeu de la dictature, c'est mettre en place un régime autoritaire, c'est assumer la pauvreté de notre peuple. En fait, c'est pas compatible avec la démocratie qui n'existe pas, mais qui est uniquement un pouvoir des financiers et des médias qui vous feront à la fin plier parce que vous serez transformé en grand Satan, comme l'Irak et comme les autres pays. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que la guerre, hein. Vous vous ferez bombarder tôt ou tard si vous faites le choix de la décroissance et du nationalisme, hein. C'est évident. Regardez l'Irak de Saddam Hussein, qui n'est pas non plus une société décroissante, hein, fait, qui ne l'était pas. Donc, en fait, vivre dans une mare empoisonnée avec des gouttes d'huile essentielle dans la bouche, je crois que c'est pas possible. À un moment donné, il faudra sortir de la mare. Il y a des gens qui vous en retiendront, qui vous en empêcheront. Et pour tout l'aspect proposition, ça sera dans la troisième conférence. Voilà. Parce qu'il y a quand même des mesures politiques, hein, pour répondre à votre question, qu'on pourrait mettre en place, mais je réserve ça pour la troisième partie. Oui, je pense qu'il faut orienter nos enfants vers des métiers plus utiles, comme des métiers, que ce soit menuisier ou autre chose, mais en tout cas, en effet, Nicolas, des métiers où il y a un savoir-faire qui permet de se transmettre. Un savoir-faire qui se transmet, c'est sacré. Ça fait un héritage, ça fait une mémoire familiale, ça fait quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne peut pas taxer.
hein, comme héritage. Ça, c'est pas mal quand même. Donc oui, c'est fondamental. Après, il faudra toujours des troubadours, hein. Voilà, il faudra toujours des troubadours dans les bases autonomes durables et dans les bunkers survivalistes, hein. Il faudra toujours des mecs capables de raconter des histoires. L'autre jour, je regardais un film sur des conquistadors perdus sur l'Amazone, et au pire moment, il y en a un qui plante pas trop de clous dans une planche, c'est celui qui joue de la guitare. Mais lui, de lui dépend la bonne humeur de tous les soldats. Ah ben ça, c'est fondamental. Donc dans une société normale, il y aura besoin de tous les talents et surtout ne tombons pas dans le matérialisme survivaliste, donc le faux survivalisme, parce que je sais qu'il peut y en avoir un bon. Donc il ne faut pas tomber dans la récupération capitaliste du survivalisme qui considère que survivre, c'est juste une question matérielle, non, c'est une question culturelle. Et quel métier, Anaël, permettre de subvenir aux besoins de notre famille tout en restant enraciné? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Voilà, je me contenterai de témoigner, hein. Euh, moi, j'ai un métier qui me prend un certain temps, qui est très mal payé et mal considéré socialement en plus. Je ne suis pas proxénète, hein. Voilà. Mais je peux nourrir ma famille. Par contre, on vit plus pauvrement, c'est sûr, hein. On vit différemment. Voilà, c'est juste une question de choix, hein. C'est une question de choix. C'est très dur, c'est difficile, mais là-dessus, c'est très difficile de donner une réponse claire et générale. Voilà. Le modèle des brigandes est-il un bon modèle? Je sais pas, j'ai pas étudié les brigandes. Enfin, il y a quand même quand même un procès pour meurtre qui court après le chef des brigandes, hein, je crois. Voilà. Donc ça mène à tout, à être brigand. En tout cas, ce que je peux dire au sujet de la question économique et de la question des métiers, c'est que j'ai des amis qui sont professeurs dans de toutes petites écoles qui arrivent à survivre. Mais c'est sûr que ça demande une conception nouvelle de la vie et de la famille. On peut difficilement vivre totalement séparé de sa famille avec un métier où on gagne quasiment rien, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est quand même important de comprendre que on va pas survivre tout seul et on va pas se réenraciner tout seul. C'est pour cela que tant que vous êtes jeune et que vous le pouvez, et même après, je vous invite vraiment à choisir votre métier, l'endroit où vous allez vivre et votre conjoint en fonction de vos idées. C'est fondamental, c'est fondamental. Non, Victor, je ne suis pas célibataire, tu peux demander à ta sœur. Et je pense à propos de l'oppression que l'on peut connaître quand on est dans un pays nationaliste un petit peu fermé au monde et qui vit différemment du monde, je pense qu'il est important aussi de garder en tête euh, qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie que la pauvreté. Alors je sais, c'est très facile à dire comme ça, à balancer, et on a une. Il ne faut pas confondre pauvreté et misère. Beaucoup de pays qu'on présente comme miséreux sont juste pauvres. Beaucoup de pays autoritaires dans le monde qu'on présente comme miséreux sont juste pauvres. Et je crois culturellement plus riches que nous. L'Espagne du XVIe siècle, ou du XVIIe, enfin plutôt du XVIIe, XVIIIe, était plus pauvre que l'Angleterre de cette époque. Et le paysan castillan vivait mieux que le berger anglais chassé de sa terre par les capitalistes qui voulaient, par le phénomène des enclosures, clôturer les champs pour empêcher la pâture des animaux, enfin, au contraire, pour regrouper les animaux pour faire de la toile, enfin, pour faire du coton, pour vendre des vêtements au monde entier. Voilà, je pense que le paysan espagnol dans l'Empire espagnol, tous les bouts de l'Empire espagnol, des Philippines au Mexique, vivaient mieux que le prolétaire anglais du début du 19e. Donc il faut surtout pas voir voilà, l'histoire et le monde à la lumière de la croissance. Cette idée de productivité économique absolue, c'est une idée qui a 60 ans, pas plus, hein, 70 ans peut-être. Comment peut-on diffuser nos idées sans les médias de masse? Est-ce que justement les moyens ne manquent pas? Il manque toujours des moyens. Il manque des mécènes. Il manque de la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre milieu qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et qui pourraient soutenir financièrement des jeunes militants. Peut-être n'y pense-t-il pas aussi, parce que c'est pas seulement une question d'égoïsme, c'est qu'on n'a plus l'habitude de donner. On ne sait plus donner. Et
Je pense qu'il est urgent de, aussi que certains militants puissent vivre enfin, pas du militantisme, parce que ça mène à des voies périlleuses, glissantes, mais puissent en tout cas vivre en étant militants beaucoup plus souvent qu'ils ne le sont. Et pour cela, il faut une entraide communautaire. Regardez les Cristeros, les rebelles catholiques mexicains à la fin des années 20, ils ont d'abord fait un boycott économique. Parce que quand quelqu'un dans la communauté disait ce magasin le boycott, tout le monde le boycottait. Ça a fait tomber provisoirement l'État mexicain. Donc je pense qu'on manque d'argent, on manque de solidarité d'abord. Ça c'est clair. Et donc nos moyens, nos idées, comment les diffuser, ben, par toutes les revues, par le biais de la réinformation, par les journaux comme Rivarol, Présent, Réfléchir et Agir, Éléments, euh, L'Homme Nouveau, voilà, par TV Liberté sur Internet, la réinformation. On a tendance à croire que notre monde, enfin, que notre pays est complètement foutu, mais la France est beaucoup plus en avance que l'Italie ou l'Espagne, où c'est inexistant quasiment, où les sites sont généralement sur un plan graphique et tout assez austère, pas très joli à voir, malgré la bonne volonté de leurs animateurs. Là-dessus, en France, on est plutôt gagnant. Et donc ça, c'est intéressant. C'est quand même une victoire française. Mais évidemment, il faut en faire beaucoup plus. Et il n'y a pas de recette miracle. Des bonnes idées et du soutien notamment financier, et aussi du soutien territorial, enfin du soutien terrestre. Il y a des gens qui ont des domaines, il y a des gens qui ont des espaces concrets, des lieux, il faut qu'ils les prêtent, qu'ils les mettent au service de la cause. Pourquoi on n'a pas retrouvé pendant des années l'assassin présumé, on ne sait pas, hein, Colonna du préfet Rignac en Corse, parce qu'en Corse on soutient. Alors bon, mon modèle c'est pas le banditisme, hein, mais par contre mon modèle c'est la solidarité de quartier et de village, ça c'est clair. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Et on le voit avec ces régions enracinées où les bandits peuvent se cacher. Je suis pas pour les bandits, mais je suis pour les régions enracinées. Voilà. Alors oui, une contre-culture sur tous les plans, mais monter un groupe de rock identitaire, ça suffit pas. Encore faut-il conquérir des mairies et des endroits gouvernés par des gens qui pensent voilà, comme nous, une fois qu'on les a conquis, afin de pouvoir faire des concerts. Donc en fait, l'action métapolitique, l'action culturelle, elle remplace pas l'action politique. Ça se soutient mutuellement. Il faut avoir le cœur aussi à ça. On n'est pas tous faits pour faire de l'électoralisme. Mais au niveau local, je crois qu'il faut s'engager, oui, parce que là, on peut faire quelque chose. On peut décider du contenu d'une bibliothèque municipale. On peut décider où affecter la police municipale. On peut organiser des cours d'éducation affective ou d'éducation à l'homme, au corps, à l'école et au collège qui ne soient pas tenus par des partisans du planning familial. Voilà ce qu'on peut faire, c'est important. Une alliance du camp national est-elle encore possible autour d'une seule et même bannière, autour de l'étendard du Christ? Malheureusement, je crois que dans notre France extrêmement déchristianisée, je suis le premier, enfin, le premier, l'un de ceux qui le déplore. Je ne crois pas, non. Malheureusement, je crois, et c'est très triste, je le déplore que l'étendard du Christ ne rassemble pas les Français. Et encore, l'attachement aux racines catholiques de la France, elle rassemble, hein. On l'a vu au moment de l'affaire des crèches, hein, catholique ou non, tout le monde est vent debout dans cette affaire. Cependant, ça ne suffit pas, je crois, à faire un programme politique, hein. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une alliance est-elle encore possible? Je ne sais pas. J'en sais rien. Je crois que dans un système électoral, euh, tant qu'on aura un Macron ou je ne sais qui en face de nous, enfin l'homme du système, n'importe quel candidat du camp national s'effondrera. Et encore, c'est impossible à prévoir. Et, voilà. Voilà. Et puis, vous posez peut-être la question du Front National, mais alors ça, voilà, on en parlera lors de la troisième partie. Alors, je ne pense pas qu'il faille quitter l'Europe de l'Ouest pour aller à l'Est. Voilà, je pense pas. Je pense qu'on doit rester chez nous pour combattre chez nous. Je crois qu'on doit se forcer à être courageux, même si ça nous fait peur. De toute façon, le courage, c'est surmonter la peur. Ce n'est pas l'absence de peur. Et donc, je crois qu'il faut rien lâcher et faire les shérifs dans nos quartiers dans la mesure où on peut le faire. C'est sûr que bon, je vais pas vous demander d'aller dans une cité, dans un coupe-gorge, sacrifier votre famille. Non, enfin, il faut quand même se réunir entre gens. Si vous y arrivez dans un village ou dans un hameau qui pense à peu près pareil, ou qui, à défaut d'avoir les mêmes idées politiques, c'est parfois même beaucoup plus important, qui ont au moins une même vision de la solidarité, de l'entraide, de la terre, de la nourriture, etc. Ça, c'est fondamental. Non, je pense qu'il ne faut pas quitter. Non, non. Il vaut mieux mourir debout que affalé dans un canapé en Bulgarie. On parlait d'enracinement tout à l'heure.
regardez bien ce qui se fait dans vos régions ou ce qui se faisait dans vos régions. Il y a plein de livres là-dessus, il y a des encyclopédies entières là-dessus, sur le folklore. Au moment des grandes fêtes, Noël, Pâques, dites-vous, ben maintenant, je vais vivre un Noël provençal, je vais vivre un Noël berrichon, je vais vivre un Noël alsacien, ou au moins en faire une partie. Recréer du rituel, du rite. Les gens ne font pas que penser, ils agissent ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est parfois plus important d'avoir une même activité en commun dans un lieu, avec une même vision vague du monde, plutôt que les mêmes idées politiques. Parce que quand on a quelques visions de base et qu'on vit les uns à côté des autres, on fait des choses ensemble. Faire des choses ensemble, c'est parfois plus important que penser ensemble. Un conseil lecture, oui, j'en ai pas sous la main malheureusement. Moi, je vous conseille mon livre, hein, je fais ma pub, c'est normal, parce que je suis un gros capitaliste. Ça s'appelle Catholique et identitaire, de la manif pour tous à la reconquête, où j'aborde toutes ces questions en fait du localisme, de la reconquête. Donc, c'est pas seulement la question du catholicisme. Je conseille bien sûr d'abord et avant tout le bréviaire d'une génération dans l'orage, édité par Academia Christiana, l'association dont je suis le vice-président, et qui est un portail, une porte d'entrée dans cette pensée de la reconquête et de l'enracinement. Si vous ne savez pas quoi lire, ben, achetez rien que ça, et dedans vous avez des dizaines de conseils de lecture. Oui, Anaël, je suis désolé, j'ai déjà répondu à cette question, mais je développerai cette partie-là dans la troisième partie, dans le troisième chapitre, dans la troisième conférence samedi à 18h sur la question de la décroissance dans un monde de croissance. Il faut en effet réfléchir à d'autres modes de puissance que seulement commercial, que seulement consumériste en tout cas, c'est clair. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire partie d'un jeu dont on refuse les règles. C'est pas possible. On sera exclu du jeu et ce sera violent. On ne fait pas une révolution en chaussons, c'est pas possible. Alors, ce sont des questions que nous abordons régulièrement à l'université d'été d'Academia Christiana. Euh, donc, la troisième semaine d'août en Normandie. Voilà. Enfin, dans l'ouest de la France, chaque année. Puis, je vous invite à suivre les activités d'Aoctorum, bien sûr. Et quel ouvrage traduit en anglais conseillerez-vous pour un étranger sur les thèmes de l'identité? Bonne question. Le mien, parce qu'il sera bientôt traduit, catholique et identitaire. Euh, Voilà. Mais j'en connais pas d'autres, à vrai dire. Je ne crois pas. Je vous invite à regarder sur le site de la maison d'édition Arctos. Arktos. Voilà. Vous trouverez pas mal de choses sur la question de